la mémoire. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'émir Khaled était en Algérie la personnalité politique d'avant-garde la plus marquante. Son action politique s'exerce alors durant la période qui va de 1919 à 1925. Il va apparaître comme le leader des jeunes Algériens le plus engagé et le défenseur le plus intransigeant des Algériens. Il a toujours su trouver dans ses écrits, ses discours et ses interventions les formules et les accents qui rappellent la résistance de son ancêtre, l'émir Abdelkader, le champion de l'indépendance. Pour revenir sur le parcours de l'émir Khaled, cette figure marquante du mouvement national, j'ai le plaisir de recevoir M. Mohamed Karim Aswan. Il est chercheur universitaire et auteur d'un ouvrage et qui prépare également un deuxième ouvrage sur le parcours de l'émir Khaled. M. Mohamed Karim Aswan, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Bonsoir M. Arab, merci pour votre invitation. C'est l'occasion aussi pour nous, en tant qu'Algériens, en tant que chercheurs, en tant que peuple et nation algérienne, de replacer la grandeur de ce monsieur dans sa juste dimension. Alors, je dois rappeler quand même deux petites choses. C'est que le jour de son décès, à savoir le 6 janvier 1936, quelques jours auparavant, c'est-à-dire le 27 décembre 1935, Khaled a eu un malheur dans sa petite famille, c'est le décès de sa femme. Dont il était très lié, extrêmement lié, très respectueux. Et qui a joué un rôle important dans sa vie. Énormément dans l'ensemble de son parcours, à commencer par son itinéraire, disons, militaire à l'école de Saint-Cyr, jusqu'à son exil à Damas, à partir de 1900. Donc il est mort du chagrin. C'est sûr. Le chagrin. Alors là, il faut rappeler aussi une dimension autre que beaucoup d'Algériens ignorent, c'est l'éducation qu'a eue l'émir Khaled. Alors, c'est lui-même qui en témoigne, à travers des écrits où il répondait à ces usurpateurs, ici même en Algérie et même depuis Damas, depuis son exil, à partir de 1925. Dès l'âge de 9 ans, l'émir Khaled a été pris en charge en tant que petit-fils, avec d'autres bien sûr, oui, filles et garçons, ont été pris en charge par l'émir Abdelkader en personne, qui lui a enseigné le Coran. Et une bonne partie du Coran, on l'a appris avec son grand-père, avec l'émir Abdelkader. C'est Rob' al-Coran, oui. C'est un quart du livre saint, qu'il a appris dès l'âge de 9 ans. Donc, son enfance, il côtoyait aussi une école musulmane, où il a appris le souvenir ne vient pas à l'esprit, mais il y avait un enseignant d'origine algérienne qui tenait une école musulmane juste à côté de la maison, de la grande maison, disons, familiale de l'émir Abdelkader. Et là, c'est grâce à Khaled où nous saisissons une chose aussi, que dans la demeure de l'émir Abdelkader, qui a été visitée par quelques journalistes français, il n'y avait pas que la famille d'Abdelkader qui y habitait. Il y avait aussi d'autres familles d'Algériens, ouais, c'est-à-dire les plus proches, ce que la presse française disait de serviteurs. Non, l'émir Abdelkader n'avait pas de serviteurs. Vous voyez, il avait ses proches, collaborateurs. Et ceux qui sont partis... sont partis donc d'Algérie en passant par la Turquie aussi. Oui. Donc c'était une vie sociale que menait l'émir Abdelkader.
Et donc l'émir Khadr, il a vécu dans ce climat marqué, imprégné de culture algérienne, de culture familiale, de tendresse. De patriotisme. Et de patriotisme. Il ne l'a jamais renié, ni mis. Il a toujours, dans ses écrits, dans ses réponses, dans ses actions, dans ses discours, dans ses meetings aussi, il a toujours insisté sur la question que je suis en fait le produit de mon grand-père et du combat libérateur de mon grand-père, l'émir Abdelkader. Alors lui, en tant que personnalité politique algérienne, il va surgir sur la scène de l'histoire juste avant la Première Guerre mondiale, mais c'est plutôt après la Première Guerre mondiale qu'il va marquer véritablement l'histoire du mouvement national. Pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, oui. Qu'il n'y ait pas d'embrouille dans nos esprits. Lui-même, il l'indiquait à chaque occasion. Alors, son passage à l'école militaire, à Saint-Cyr, la formation politique qu'il a eue, en plus de celle de militaire, la formation donc, politique lui a servi énormément dans son itinéraire. Parce que dans l'émir Abdelkader, l'émir Abdelkader est toujours présent, mais dans la formation, dans l'itinéraire, disons, politique de l'émir Khaled, nous avons, j'ai remarqué en tant que lecteur, et non pas spécialiste ou historien, mais en tant que profane, qu'il y a 3 étapes. La première étape, c'est cette fameuse période de... fin du 19e siècle, disons, 1890, à partir de 1888. À partir de 1899, il a été de Damas. Son père, l'Hashmi, l'a inscrit au lycée, lui et son frère, bien sûr, au lycée Louis-le-Grand. Oui. Donc déjà la formation scolaire. Par la suite, il rejoint l'école militaire de Saint-Cyr. Il est vrai qu'à cette époque, que le gouverneur de Damas ou le gouverneur général, le proconsul colonial d'Algérie, tenait énormément compte que ces jeunes Algériens, qu'un descendant de l'émir Abdelkader soit formé à l'école française. Et donc il soit imprégné comme produit de la France coloniale. Les choses ne vont pas se passer de cette façon. De cette façon, bien sûr. Au contraire, sa formation à l'école militaire et sa formation au lycée Louis-le-Grand lui ont permis en fait de comprendre autre chose, de prendre conscience du drame colonial. Drame colonial, c'est-à-dire de la structure de pensée même du colonialisme. Du colonialisme. Ça lui a servi et ça a aiguisé ses armes politiques par la suite. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est son contact avec les jeunes Algériens, ou bien ce qu'on appelle les élus. N'oublions pas qu'il a démissionné de l'armée. Oui. Qu'il a même refusé d'avoir la pension militaire en tant que capitaine de l'armée d'Espagne, du premier régiment, etc. Et c'est son contact avec le pays, c'est son retour, dès 1914, premier passage, mais c'est bien après 1919, c'est là où il prend contact, et il voit que le terrain n'était pas aussi désertique ou vierge. Il y avait déjà des cercles et des noyaux ou les prémices du mouvement national. À côté, il y avait une autre dynamique sociale, c'est celle des grèves et des noyaux et des premiers cercles du mouvement syndical algérien qui a commencé déjà vers la fin du 19e siècle, le 19e siècle colonial. J'aimerais bien qu'on ouvre une petite parenthèse, parce qu'il y avait une dynamique, justement, il y avait des grèves, donc, parce que l'historiographie française disait qu'à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il n'y avait pas cette prise de conscience comme si les Algériens avaient accepté le
le fait accompli colonial. Ce qui est ridicule encore dans l'historiographie coloniale, c'est que ils mettent même une date. C'est-à-dire 1886 est proclamée date officielle de la fin des résistances, la fin des résistances, des insurrections, etc., de la part des excités. Entre guillemets. Voilà, entre guillemets. Alors que sur le plan militaire, les actions en fait vont continuer jusqu'à 1916, 1917, avec la dernière révolte des Aurès. Oui. Donc, mais entre-temps, sur le plan social, il y avait des grèves quand même importantes. Donc il faut commencer par à partir de 1893. C'est l'année des premiers mouvements de revendication syndicale algériens. Donc j'en cite quelques exemples, quelques dates. À Alger, à Annaba, bon, on appelait ça Bonn, à Constantine et à Oran, les premiers mouvements, c'était en fait quelques 291 grévistes en deux grèves à Alger. Donc vous avez les limonadiers, vous avez les cafetiers, vous avez aussi les charbonniers. Les charbonniers. Oui. À Bonn, enfin à Annaba et à Oran, vous avez les travailleurs de port, le hammana, comme on dit, etc. Donc il y avait, c'est des ouvriers illettrés d'origine paysanne, mais la structure, déjà, ces premières structures syndicales étaient liées à la fameuse chambre de commerce de Séville. Ce n'était pas encore la CGT, ce n'était pas encore la CGTU et autres, mais il y avait ce qu'on appelle le syndicalisme corporatiste. Donc c'était par corporation. Et bien entendu, les initiateurs au départ, c'était des Européens. Des Européens, je dis bien Européens et non pas français. Vous avez des Espagnols à l'ouest, des Maltais et des Italiens à l'est, etc. Donc les choses vont évoluer petit à petit. L'Amir Khaled, en regagnant donc l'Algérie, c'est par décision consciente, se retrouvait entre justement un mouvement syndical de revendication sociale, syndical naissant, et un mouvement de réformisme politique. Politique, oui. Alors, c'est un mouvement qui a déjà commencé. Et commencé autour d'une presse, autour de cercles, même si c'était des cercles privés. Lui-même, d'ailleurs, il va contribuer à un cercle algérois qu'il organisera dans sa propre maison. Oui. Côté Saint-Raphaël, Albir, il va acheter une maison où elle deviendra en fait un lieu de rencontre. Et là, c'est à partir nous parlons de 1919. Mais déjà en 1912, 1913, il a fait une série de conférences déjà en France, avant même de venir en 1914 en Algérie, où il évoquait la situation des Algériens et le drame colonial. Donc il connaissait la situation véritable avant même de venir en Algérie. Donc il est venu en Algérie pour faire quelque chose. Je citerai un événement qui, quelque part qui est rigolote, mais c'était l'occasion pour le lieutenant Khaled Ben Hachmi justement de marquer cette identité. Alors, en 1914, à l'occasion d'une exposition qui a eu lieu au Trocadéro. Ouais. Alors donc l'armée française a exposé ce qu'ils appelaient les toilettes et les bains de campagne. Ouais. Voilà. Alors, pour s'adresser à ces soldats nord-africains de façon générale, appuyés dans les compagnies de terrailleurs et les spahis, etc. Donc ils ont fait appel à
l'Amir Khaled pour expliquer justement quelle est l'utilité de ces bains de compagnie, des bains portables, quoi. Alors, l'Amir Khaled s'adressait en arabe, dans l'arabe dialectal, et dans l'arabe littéral aussi, et il demandait à ce que les soldats, les soldats indigènes, les soldats musulmans, ont le devoir, même pendant la guerre, pendant les batailles, etc., devaient être propres. Et là, il évoquait justement le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, donc c'était là, en plein Trocadéro, et dans une campagne, en fait, une campagne de guerre impérialiste. Ouais. Donc, l'Amir Khaled, il venait là, et il a donné cet exemple-là. Donc, c'est une forme d'intelligence, de mobilisation culturelle. C'est une façon pour lui de se démarquer de la culture occidentale et colonialiste, notamment. Ouais. Donc, en 1914, il sera mobilisé comme plusieurs autres Algériens. Il va servir, en fin de compte, avec ses frères algériens, comme chair à canon dans les tranchées donc de la Première Guerre mondiale. Effectivement. Il faut dire aussi que sur un plan intellectuel, l'Amir Khaled, en plus de ses interventions dans des conférences, etc. Bon, c'était ça, c'est la période de 1922 jusqu'à 1924, jusqu'à ce que le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Guerre décident à ce que Khaled n'ait plus le droit de rester en Algérie. Donc c'était l'exil forcé. Malgré ça, il est revenu par la suite aussi. Il faut dire qu'à chaque écrit, et surtout au niveau parce qu'il répondait beaucoup à la presse coloniale, etc. Par exemple, là, je prends l'exemple d'un texte, d'une lettre qu'il a rédigée en réponse à la dépêche algérienne. La dépêche algérienne, elle est connue comme c'est l'organe du colonialisme. Du colonialisme. Et des grands colons. Des grands colons, donc c'est et ce qui est encore intéressant, moi je dirais ridicule, la lettre en réponse à la rédaction de la dépêche algérienne lui a été refusée, et c'est un autre organe du comprador colonial, c'est l'Écho d'Alger, qui justement va la publier, où il insiste justement sur cette... donc la lettre, elle date déjà de 1914. Hein, et c'est là où il insiste justement sur la question des exactions coloniales, et vous êtes venus, vous les colons, la colonisation, vous êtes venus nous libérer, entre guillemets, comme disait Napoléon III en 1856, nous libérer de soi-disant colonialisme turc, mais vous avez fait mieux. Vous nous avez enrôlés dans vos corps expéditionnaires, dans vos campagnes de Crimée, du Mexique, etc. Vous avez pris notamment nos terres, parce que c'était... et en plus, vous nous avez expropriés. Et vous nous avez massacrés. Et vous nous avez massacrés. Donc, et c'est là où il répond carrément en texto. Et c'est à partir de 1914 qu'il faut dire, il y a quelque chose aussi d'intéressant à le rappeler. Dans son expérience de gestion, disons, des affaires sociales, parce qu'il a été élu conseiller général, puis conseiller municipal. Représentant à Alger. Alors, à chaque fois qu'il répondait dans un courrier officiel, il mettait à la fin de Vive l'Algérie, avec ses remerciements à la fin, et puis il mentionnait, à chaque fois il changeait de mention. L'Amir Khaled, petit-fils de l'Amir Abdelkader, ou encore dans d'autres courriers, l'Amir Khaled, capitaine en retraite, et les dernières correspondances, les dernières réponses, les lettres qu'il mettait, c'était l'Amir Khaled exilé. Voilà.
Et il faut dire que l'émir Khaled, si la plupart de ses correspondances ont été rédigées en français, il faut le rappeler que l'émir Khaled était un excellent bilingue. Oui. Donc sa formation a commencé d'abord par l'arabe, n'est-ce pas? Il a fait l'école. C'était une école d'ailleurs arabe syrienne à Damas. Et par la suite, chose que nous ignorons, et c'est dommage qu'il est temps justement de recueillir, les écrits en arabe de l'émir Khaled. Et ça, c'est un patrimoine que nous ignorons jusqu'à nos jours. Alors, pour rester dans ce contexte, l'émir Khaled, avant qu'il ne soit mobilisé en 1914, il avait pris contact avec le groupe des jeunes Algériens qu'il va chapeauter par la suite, qu'il va incarner en quelque sorte. D'abord, le groupe jeune algérien s'est manifesté dès 1911. Dès 1911. Et c'était en fait les premiers, disons, Algériens scolarisés dans l'école franco-musulmane, ou alors les médersa, ce que la France appelait les médersa franco-musulmanes. C'est-à-dire celles de Tlemcen, Constantine, Alger et Bonn. Mais la première manifestation de ce mouvement, imprégné par les événements du Proche-Orient, et donc, et surtout, là je dois quand même le noter et soulever parce que c'est quelque chose de très important, c'est que ce mouvement de jeunes Algériens a été imprégné par le mouvement des jeunes Tunisiens. Tunisiens et Turcs, les jeunes Turcs. Les Turcs, bien sûr, les jeunes Tunisiens, c'est presque, disons, la section tunisienne ou maghrébine, la première section des jeunes Turcs qui... D'ailleurs, la jeune Turquie avait un membre de sa famille, il y avait un oncle. Oui. C'est Ali Bacha. Oui. Ali Bacha Mouhyiddin. Donc là, vous voyez, même si nous fouillons dans les détails, nous voyons que même la famille de l'émir Abdelkader s'est imprégnée presque dans tout le mouvement arabe, moyen-oriental, maghrébin, tout ce qu'on veut, donc d'une façon ou d'une autre. Alors les jeunes Algériens qui ont précédé le mouvement réformiste, disons la pensée de l'émir Khaled, bien sûr, ils n'ignoraient pas que ce mouvement existait, puisque ce mouvement aussi avait des activités en France, du temps où l'émir Khaled était en France, donc soit au lycée, Louis le Grand, soit dans la fameuse école militaire de Saint-Cyr. Et il y avait une presse clandestine qui traversait donc les eaux, comme il l'indique lui-même. C'est pour cela qu'il voulait, il a insisté auprès de son père, le Hachemi, qu'il regagne l'Algérie. Et là, c'est une autre histoire. En regagnant l'Algérie, il a trouvé justement qu'il y a un mouvement, il y a une activité, il y a des revendications. À travers donc le mouvement de jeunes Algériens qui va se transformer, se réorganiser en fédération des élus plus tard, quelques années après. Après la Première Guerre mondiale, il sera donc organisé autour de la fédération des élus. Et là, nous voyons l'émir Khaled dans son bain, disons, naturel. Donc en 1919, il se consacre entièrement à l'action politique, après la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est peut-être le moment de regarder autrement l'émir Khaled, de le contextualiser par rapport à tout ce que nous
nous avons réussi à recueillir, ce que d'autres chercheurs, je le souhaite aussi, essayent d'approfondir. N'est-il pas le temps de poser la question suivante? Est-ce que l'émir Khaled ne serait-il pas en fait le précurseur des luttes démocratiques anticoloniales, bien sûr? Anticoloniales. Alors, vous utilisez un mot que lui-même il a essayé de forger, c'est-à-dire c'est pas la démocratie à l'occidentale. Il voulait donc une alternative démocratique au sens arabe du terme, mais non plus au sens occidental, n'est-ce pas? À une certaine époque, nous lisions. Bon, à cette époque, on était jeunes, on n'avait pas les matériaux d'analyse suffisants pour essayer de comprendre. Donc nous lisions en arabe ou en français ou dans notre langue, bon, les écrits sont là pour attester, que l'émir Khaled fait partie d'un réformisme politique. Oui. Bon, comme si l'émir Khaled était là pour réformer le colonialisme. C'est ainsi qu'on peut comprendre la chose. Alors que ce n'est pas vrai. L'émir Khaled, en fait, était initiateur d'un mouvement un peu plus large que ça. Il le dit. Il le dit et il s'imprègne à chaque fois. Il est fier du combat militaire et social entamé par son aïeul, c'est-à-dire l'émir Abdelkader. Donc, après 14 ans, n'est-il pas aujourd'hui le temps de réfléchir autrement à la lutte? À la lutte de quoi? De l'émancipation de ce musulman algérien. Et là, ça a été le programme de l'émir Khaled. D'ailleurs, les autorités coloniales le regardaient comme un chef d'un parti anti-français, pour reprendre les termes de l'historien Mahfoud Qaddash. Effectivement, bon, Mahfoud Qaddash, il faut le rappeler, en tant que, disons, produit du scoutisme musulman, produit du mouvement national, un militant du Parti du peuple algérien, etc. Donc la vision nationaliste y est là. Lui, il le soutient. Il dit qu'il a été l'un des premiers hommes politiques à formuler le nationalisme algérien. Donc, c'est le précurseur du national pour Qaddash. Oui, pour Mahfoud Qaddash, à partir de sa thèse du IIIe siècle. Et un livre consacré à l'émir Khaled. Et sa thèse d'État aussi. Ouais. Mais bien avant, cette dénomination hâtive, disons, c'est ce que moi personnellement je pense, d'insérer l'émir Khaled et la pensée politique de l'émir Khaled dans un rayonnage de supermarché, non. C'est peut-être la tendance de l'époque, c'était à la mode. Mais bien avant, le regretté Mahfoud Qaddash, quand même son travail, il est incontournable. En 1966, il y avait un ingérant qui parlait de père du nationalisme. L'émir Khaled, à travers ses écrits, ses correspondances, dont j'en ai apporté quelques-unes, c'est pas toute la totalité, il ne s'est jamais revendiqué comme étant un zaïm ou un chef de... Exactement. Au contraire, il a toujours rallié les forces politiques et nationales qui exerçaient déjà, qui avaient et au contraire, il était là pour... Sa force, à mon avis, sa force, c'est d'avoir réussi à incarner l'union entre l'élite et les masses populaires. D'ailleurs, là où il passe, il était acclamé, en disant qu'Allah donne la victoire à Sidi Khaled, donc un peu partout, que ce soit en Algérie ou bien même les ouvriers en France l'acclamaient, voulaient qu'il réussisse. C'est-à-dire, voilà, c'est un homme qui va s'imposer sur la scène de l'histoire. Il va s'imposer par son action, par ses idées et par un projet qu'il a incarné. On ne peut, ce que personnellement moi je pense, on ne peut jamais lire l'émir Khaled ou l'itinéraire de cette grande figure nationale en dehors du groupe ou en dehors des groupes de militants qui l'accompagnaient, qui changeaient,
qui changeait de position, mais il reste que le seul à ne pas trahir sa vision et à enrichir à chaque fois son expérience, c'était lui, l'Amir Khaled. Donc il n'agissait jamais seul. Et il était là avec tout le groupe, à commencer par deux grandes figures donc, de cette époque, Khalid Hamoud, Oui. qui va devenir par la suite terminer son parcours politique en choisissant de devenir un avocat hors de l'Algérie, puisqu'il a été exilé lui-même. Et vous avez Belkacem Bentami, qui est un des premiers militants en fait des jeunes Algériens et le mouvement de la fédération des élus musulmans. Donc il n'était pas seul. Mais Khaled, au milieu de ce groupe, il y a cette imprégnation. Tout le passé, toute la dimension, et surtout le jour où il a rejeté d'une façon officielle toute sa carrière militaire. Et là, c'était un acte extraordinaire, un acte de courage qui a eu son écho parmi donc, la société algérienne. Alors, qu'en est-il de ces rapports avec les militants nationalistes arabes, notamment les Tunisiens? Alors, les Tunisiens, ce qui est extraordinaire, encore une fois, dans l'histoire commune en fait, du mouvement national algérien ou tunisien. Alors, vous avez, je cite un personnage de Khalf Allah. Khalf Allah, oui, qui était étudiant déjà en 1914 avec deux autres étudiants algériens, avait adressé une lettre pour demander l'indépendance De l'Algérie. Voilà. Et qui était en Algérie. Oui. Il sera exilé en Tunisie. À son exil en Tunisie, donc ça va donner encore de l'élan au mouvement nationaliste tunisien. Bon, Khalf Allah, c'est un personnage extraordinaire. Le deuxième personnage, la deuxième personnalité, c'est un Tunisien qui sera exilé en Algérie. En Algérie, oui. Voilà, c'est notre grand militant, c'est Mohamed Tawfiq El-Madani. Ahmed Tawfiq El-Madani, qui est d'origine tunisienne, qui va s'exiler en Algérie. Et là, c'est une erreur grandiose et monumentale de la part de la colonisation policière française. Voilà. Et là... Donc voilà, il y a Khalf Allah et Tawfiq El-Madani qui vont jouer un rôle important dans l'évolution du discours anticolonialiste. Anticolonialiste. Rappelons que déjà, le fameux document qu'aurait adressé l'Amir Khaled au président Wilson. Wilson. Là, on est en 1919. En 1919, là, ce n'est pas une lettre, c'était une pétition. Une pétition, oui. Une pétition que l'Amir Khaled a consignée avec les Bouderba, les Qaïd Hamoud, donc c'est toujours les premiers compagnons jusqu'en 1922, avant qu'il y ait en fait la divergence. Cette pétition a-t-elle eu écho au cabinet de la Maison Blanche? Nous ignorons la chose. Et clairement, dans cette missive, cette correspondance, il avait demandé l'intégration de l'Algérie dans la Société des Nations. Plus que ça, il y a les fameux 12 points de la revendication, disons, démocratique anticolonialiste qui a surgi à cette époque, n'est-ce pas? Et c'était la revendication des jeunes Algériens que l'Amir Khaled a peaufiné, plus la dimension pour laquelle il a toujours milité jusqu'à la fin de ses jours, c'était la représentativité des Algériens. Des Algériens. Il fallait que la France comprenne, bon, vous voulez nous coloniser, vous êtes là, vous êtes les maîtres, mais n'oubliez pas que
90% de cette population de colonisés ont des représentants, c'est-à-dire ce qu'ils appelaient la délégation financière ou les conseillers municipaux. La revendication de la représentativité au niveau de l'Assemblée nationale française et au niveau du Sénat, c'était en fait une tactique de la part de l'émir Khaled. C'est élever à un niveau supérieur la revendication politique. Mais entre-temps, ces revendications ne se faisaient pas uniquement par missive, par poste. C'était des réunions, c'était des déplacements. Des conférences un peu partout. Pendant les campagnes électorales, par exemple, bon, il a été membre de la... Enfin, il était dans les élections pour ce qu'ils appelaient la circonscription en 1919, oui. En 1919 jusqu'à même 1921 et 22. Quand on voit la circonscription d'Alger, elle allait donc de la mer jusqu'à la Ouatt. Ah oui. Donc ça, c'était la première... Jusqu'à Tiaret, pratiquement. Boukhari, Tiaret, donc c'était l'ancien département d'Alger. Oui. Vous voyez, et c'était assez difficile, d'ailleurs il le dit dans une de ses appels à ses électeurs, et il leur disait que justement je ne pourrais pas, faute de moyens, me déplacer dans chaque région, etc. Mais croyez, ma voix arrivera à bout. Et si vous m'invitiez, etc., si vous insistez, j'arriverai à être parmi vous. Donc c'était quelqu'un qui allait dans les campagnes, dans les villes, etc. J'aimerais revenir sur la personnalité de Khalfa Allah qui va jouer un rôle dans la propagation de la pensée de l'émir Khaled au niveau notamment régional et au niveau arabe d'une manière générale, non? La personnalité de Khalfa Allah elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce que Khalfa Allah il était en contact justement avec le mouvement national arabe, ou nationaliste arabe, ou mouvement, disons, indépendantiste déjà arabe. Parce qu'un bon mouvement nationaliste, c'est, disons... C'est bien après. C'est bien après, avec toutes les tendances idéologiques qui ont eu lieu. Khalfa Allah était d'une toute autre ossature. Khalfa Allah a réussi aussi à combiner entre les revendications nationalistes, patriotiques, et les revendications, disons, internationalistes, puisqu'il faisait partie, lui aussi, de l'international communiste. Sans pour autant terminer son parcours dans le mouvement, disons, communiste tunisien. Mais au contraire, la personnalité de Khalfa Allah, c'était une personnalité, peut-être bien, nous n'avons pas trop de détails là-dessus, elle a énormément influencé la manière avec laquelle l'émir Khaled militait, c'est-à-dire dans l'esprit de l'unité, dans l'esprit de rassembler. Effectivement, à partir des années 20, début des années 20, début des années 20, 22 jusqu'à 24, nous voyons que les mouvements nationalistes, réformistes patriotiques bien sûr, parce que même la Fédération des élus va connaître des scissions. Il y aura celle de l'Ouest par Qasim Ben Tami et celle de l'Est avec le docteur Benjelloun. Donc celle de Benjelloun qui était beaucoup plus radicale par rapport à la dimension réformiste de Ben Tami. Donc l'émir Khaled était là. L'imprégnation de cet esprit d'unité allait faire de l'émir Khaled en fait presque le symbole du mouvement national dans sa globalité. Donc d'un côté, les premiers cercles du futur Parti communiste algérien, c'est-à-dire les militants communistes algériens à l'intérieur du Parti communiste français. Donc se rapprocher de ce monsieur. Les nationalistes réformistes se rapprocher de lui aussi. Les premiers cercles culturels qui allaient donner naissance en 1936
à l'association des ulama, se rapprocher encore, se revendiquer même. Et autour d'eux, justement, ce mot d'ordre lancé par l'émir Khaled, c'est-à-dire l'émancipation des Algériens, l'émancipation des indigènes. Bon, c'était le terme employé. À l'époque, oui. Et, il y avait un autre terme aussi qui paraît ridicule aujourd'hui, c'est l'émancipation de la race algérienne et musulmane. Bon, c'est pas un terme raciste, mais c'était en fait... parce que la colonisation posait le problème en termes... En termes de race. Donc, la tâche de l'émir Khaled, c'était de dissiper, justement, d'abord, toute cette différence. Et les clivages qui ont été provoqués par la colonisation. Voilà. Et qu'est-ce qui unissait dans l'esprit, donc, dans le texte même de l'émir Khaled, qu'est-ce qui unissait les Algériens? C'était le bien-être. C'était améliorer la situation. Commencer par des questions très simples, c'est-à-dire améliorer le niveau de vie, améliorer l'hygiène, revendiquer l'éducation, l'enseignement des garçons et des filles, etc. Mais aussi, et dans ce discours, il y a toujours une revendication indirecte, c'est celle de récupérer la terre, l'attachement à la terre. Mais c'est là justement... C'est ça le fond du problème, c'était en fin de compte la terre. Aujourd'hui, en 2025, comment pourrions-nous lire tout ce parcours? Il y avait une formation, disons, une formation politique. Elle était, disons, étapiste, par étape, certes, mais Khaled était là pour instruire, pour informer, pour cultiver. Et c'est vrai qu'il a cultivé, parce que ses premières graines, c'était ça, la revendication politique. Elle commence par des revendications sociales. Et il l'a montré, par exemple, je citerai deux exemples. Lorsqu'il était un élu municipal, dans l'une de ces séances, nous lisons que l'émir Khaled avait demandé à ce que la mairie, il y avait une discussion avec le maire de la colonie, que parmi les besoins des musulmans d'Alger, les citoyens, les habitants, c'était de construire un mur d'enceinte qui clôturait, avec donc un mur de clôture du cimetière de Qatar. Qatar, oui. Et que les musulmans exigent que la porte par laquelle on fait entrer donc les dépouilles soit orientées vers la Mecque. Orientées vers la Mecque. Et ce qui a été fait, d'ailleurs. Ce qui a été fait. Ouais. Voilà. Et c'était un budget supplémentaire qu'il avait revendiqué. Autre chose, introduire dans les quartiers habités par des Algériens musulmans, par des gens pauvres de la Kasbah, l'éclairage et aussi, bon, ça paraît peut-être ridicule, mais c'était important, un commissariat. Un commissariat afin d'assurer la sécurité donc, de ces citoyens qui étaient agressés. Et là, on parle de 1920-1921. Donc, plus les questions d'hygiène, de ramassage donc, des poubelles, etc. Ça a été, quand on lit les comptes rendus des discussions, des débats. Des débats et des revendications, c'est extraordinaire. Donc, mais comment peut-on évaluer aujourd'hui ce que... Mais je pense, lorsqu'il va découvrir, c'est-à-dire en siégeant dans la délégation financière, le drame, l'ampleur, donc l'ampleur du drame, notamment des expropriations, il va décider tout simplement de quitter donc, la délégation financière. Oui, il va quitter. Bon, il ne faudrait pas aussi oublier que même de l'autre côté, en face, c'est-à-dire l'administration coloniale, le gouverneur, conseil du gouvernorat, du proconsulat, disons, colonial, plus aidé par les Bni Oui, il en parle.
Il en parle dans un de ses articles. Dans un des articles, il parlait justement de ces Bniwiwi qui sont très nombreux, n'est-ce pas? Donc, ce sont ces Bniwiwi-là qui mettront toute leur potentiel et énergie pour qu'ils soient exilés à partir de 1924. Alors, avant l'exil, j'aimerais donc revenir rapidement, hein, parce que vous avez découvert au niveau donc, des archives une lettre extraordinaire, donc une lettre adressée par l'Amir Khaled Hamid Toufiq al-Madani, donc, et dans laquelle, non, les termes qu'il a utilisés, c'est important, donc il utilise le terme militant Le terme... et nationaliste, déjà. Oui. Cette lettre, c'était Toufiq al-Madani qui a envoyé... C'est une réponse qui a envoyé justement à l'Amir Khaled un manuscrit d'un ouvrage qu'il allait le publier. Et il demandait donc un avis et je pense que même il voulait que l'Amir Khaled soit le préfacier donc, de cet ouvrage. Là, quand l'Amir Khaled écrit en arabe, c'est une autre dimension. Oui. Là, on voit directement le petit-fils de l'Amir Abdelkader. Le petit-fils, non pas de l'ami de la France, l'ami fidèle de la France, mais de cet enseignement en fait, patriotique qu'a imprégné le grand-père. Donc vous avez des formules de l'Ouattaniya, donc du patriotisme, vous avez le militant. Le militant, il s'adresse donc à Toufiq al-Madani, militant, Akhi al-Munadal, et Akhi al-Nidal, etc. Donc ce sont des expressions fortes. Est-ce que ce discours n'a pas, justement, n'a pas pesé pour que l'on demande par la suite à l'Émir Khaled de chapeauter l'étoile nord-africaine? Et nous savons que l'étoile, on a utilisé quand même les réseaux de l'émir, notamment avec les frères tunisiens, pour mettre en place l'étoile nord-africaine. L'émir Khaled a été aussi contacté par une autre personnalité, oui. Une autre personnalité algérienne, c'est-à-dire le véritable fondateur de la première étoile nord-africaine, à savoir Abdelkader Hadj Ali. Voilà. Il lui a proposé d'être un président d'honneur, c'est pas... Abdelkader Hadj Ali qui n'est pas venu en Algérie. Abdelkader Hadj Ali qui est resté en France. Mais c'est un autre militant algérien qui est justement, il est originaire de Chlef, d'Orléansville, qui était lui le contact entre la cellule fondatrice de l'étoile nord-africaine en France et sa section en Algérie bien avant Messal El Hadj. Voilà. Donc c'est là où le Parti communiste français, l'International, oui. Si vous voulez, l'International, le Comintern. Le Comintern a demandé au Parti communiste français de voir ce qui se passe dans votre section. Il y avait la section donc, du PCF. Et cette section, elle était imprégnée par des militants qui se revendiquaient de l'Émir Khaled. Mais qui est l'Émir Khaled? Donc tout le monde demandait à prendre contact avec ce monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il y a une agitation patriotique, nationaliste, réformiste? Ils n'ont rien compris. Parce qu'en 1924, il a fait une conférence à Paris et il avait donc suscité chez les ouvriers algériens le mot indépendance. C'est pour la première fois, oui. Les Algériens en France, les ouvriers, en acclamant l'Émir Khaled, il proclamait l'indépendance de l'Algérie en 1924. Déjà dans ce fameux meeting justement de Paris, où même le langage, oui. Le discours, disons, politique de l'Émir Khaled est devenu un peu plus radical, mais est allé au grand jour. Oui.
n'est-ce pas? Mais il faudrait savoir aussi que bien avant, l'émir Khaled savait qu'à partir de 1917, il y avait un mouvement international, il y avait de nouveaux événements, il y avait un chamboulement même au niveau international. Il y avait la naissance de l'international anticolonial. Donc ce mouvement bolchevique, la révolution russe, etc., de l'époque, la révolution soviétique. Bon, lui, il le savait, mais il ne prenait pas contact. C'est bien au contraire, c'est à partir de 1922, à travers donc l'étoile nord-africaine et le militantisme de ce qu'ils appelaient la section coloniale, la commission coloniale au sein du Parti communiste français, à travers Abdelkader Hadj Ali, Ahmed Mnawar, etc. Et c'est là, c'était pour eux une obligation d'aller demander quelque part l'aide de l'émir Khaled, jusqu'à l'accuser comme étant aussi membre du Parti communiste, alors qu'il n'a jamais été militant. Ni adhérent, ni... Alors, une dernière question, Karim Aswan, elle concerne, on doit le souligner, c'est l'un des hommes politiques algériens qui ont compris le rôle important d'une presse algérienne. Donc, d'ailleurs, ses écrits-là contribuent notamment dans l'Iqdam, par exemple. Donc. Et l'Iqdam, c'est aussi dans le même esprit unioniste, où nous voyons sur la manchette, sur le logo, l'Iqdam, qui est en fait la continuité de deux autres journaux, à savoir l'Islam, qui était à Annaba, à Paris, grâce à Sadr Dendan, et qui va justement par la suite trouver domicile pour des raisons financières, etc., à Alger, et Rachidi. Donc l'Iqdam, c'est en fait la continuité de tout un mouvement de lutte, disons médiatique ou à travers l'expérience journalistique. L'Iqdam, c'est l'organe national en fait de ce qui a été appelé par certains historiens la fraternité algérienne ou la fraternité musulmane, comme disant que c'est le premier parti qu'aurait créé l'émir Khaled, dont on ne trouve aucune trace. Mais c'est peut-être que l'émir Khaled concevait un mouvement social, le mouvement de revendication, le mouvement d'émancipation démocratique dans le cadre de la colonisation, non pas comme des structures figées, statiques, mais comme une sorte de front, un mouvement large, un front rassembleur et dynamique avec des revendications, les 12 points. Ce qui est encore extraordinaire, c'est qu'après la disparition de l'émir Khaled, les 12 points qui vont devenir par la suite 10 et 11, etc., tout dépend de la... On va les retrouver dans tous les programmes des autres partis. Donc, que ce soit l'étoile nord-africaine, que ce soit donc, les élus, et même le Parti communiste va s'inspirer donc de ce... Effectivement, et à leur tête, c'était aussi les ulama qui intégraient ces points-là dans leur plateforme. Donc voilà un homme qui a symbolisé l'union, n'était pas un simple leader réformiste, mais il était l'un des premiers hommes politiques algériens à formuler le nationalisme algérien, donc au début du XXe siècle. Moi, je dirais encore que l'émir Khaled est notre encyclopédie politique d'apprentissage à l'école de la lutte démocratique anticoloniale qui a mis en réalité les assises du mouvement national qui devait évoluer, et il a évolué, n'est-ce pas, vers l'insurrection armée libératrice.
Ce sera le mot de la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier vivement, M. Mohamed Karim Hassan. Je rappelle que vous êtes chercheur universitaire, vous avez consacré déjà un livre et vous êtes en train de préparer donc un second livre consacré à cette figure emblématique du mouvement national, à savoir l'Émir Khalid. Je tiens à remercier l'équipe technique du Studio 7 qui m'a aidé à préparer cette émission. Je tiens également à vous souhaiter une excellente soirée et à bientôt.